Bonsoir à tous, merci de votre présence nombreuse ce soir encore pour ce 14 ou 15e webinaire. Ce soir, un débat éducatif organisé par les cahiers pédagogiques et l'Institut Fort-Prof qui est consacré au livre de Jean-Michel Zakhartchouk, Enseigner avec les erreurs des élèves, livre paru aux éditions ESF Sciences Humaines. Ce débat donc est organisé avec notre partenaire Fort-Prof, dont je salue ici les représentantes, Brigitte Bouisson, directrice, et Jeanne Mathieu. Nous saluons donc la présence de nombreux stagiaires et candidats au concours d'entrée dans la fonction enseignante. Bravo à vous de choisir cette voie complexe mais passionnante. Nous en sommes des militants. N'oubliez pas que ce métier qui sera peut-être le vôtre bientôt nécessite, peut-être plus que beaucoup d'autres, une formation initiale et continue de qualité. Les cahiers pédagogiques, forts d'une expérience de 75 ans dans l'éducation nouvelle, sont là pour vous accompagner avec des parutions de livres, un dossier qui paraît 8 fois par an. Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique, encore pour quelques semaines en activité. Je suis accompagné au chat par Ben Aïda. Salut Ben. Et bonsoir à tous, Ben Aïda, je suis professeur des écoles, je suis également formateur. Effectivement, je vous attends dans le chat pour vos questions et vos commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Aujourd'hui, donc, nous accueillons 3 membres du comité de rédaction des cahiers pédagogiques, Jean-Michel Zakhartchouk, que j'ai déjà cité, qui est professeur de lettres honoraire. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous et à toutes. Puis tu seras interrogé dans un premier temps, pas interrogé, tu dialogueras avec Alexandra Rezal, qui est professeure d'histoire-géographie en région parisienne. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Yves Rother, tu es professeur émérite de l'Université de Lille, auteur du livre Penser, du verbe penser avec un A, Penser l'erreur, aux presses universitaires du Septentrion. Bonjour Yves. Bonjour. Vous pouvez donc intervenir sur le chat qui sera synthétisé par Assagori, rapidement mis en ligne sur notre site. Donc si vous voyez cette vidéo en différé, vous savez qu'en allant sur le site des cahiers pédagogiques, cahiers au pluriel-pédagogique au pluriel.com, vous pouvez retrouver ce chat. Jean-Michel, ton livre présente ce qui est à mes yeux et ce qui est aussi quelque part un axe fort des cahiers pédagogiques, une grande qualité. Il donne à voir l'élève et l'enseignant dans la classe. En effet, l'erreur est indissociable de l'acte d'apprendre. Il est donc le quotidien des enseignants. Est-ce que tu peux nous présenter ton ouvrage? Oui, alors, il donne à voir dans la mesure aussi où j'ai fait appel à beaucoup de collègues du réseau des cahiers pédagogiques ou pas d'ailleurs, notamment aussi bien dans le primaire que dans les différentes disciplines du secondaire, collège et lycée. Donc, il y a beaucoup, c'est aussi un travail collectif que j'ai coordonné. Alors certes, il y a quand même quelques aperçus, disons, théoriques et historiques, mais essentiellement, il s'agit de réponses pratiques. Et je voudrais dire un mot sur le titre, hein, parce qu'on a pas mal discuté du titre. Et il faudrait comprendre peut-être dans les deux sens, c'est-à-dire, enfin dans plusieurs sens. Enseigner avec les erreurs des élèves, ça veut dire enseigner avec, ça voudrait dire faire avec, tenir compte des erreurs, faire avec ces erreurs. Et puis d'autre part, faire avec dans le sens positif. Le premier serait plutôt un sens pas négatif, mais pragmatique, disons. Et puis le deuxième, c'est faire avec dans le sens exploiter, utiliser les erreurs des élèves. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a plusieurs attitudes face aux erreurs et selon le type d'erreur. Et c'est aussi ce qui fait le fil directeur du livre. Alors, sachant qu'il y a toute une partie disciplinaire aussi, en voyant ce que ça peut donner dans les classes de mathématiques, de français, de langue vivante, etc. De musique. Voilà, musique, puisque Jean-Charles a apporté une contribution. Et je voudrais aussi dire qu'il y a une partie sur la formation des enseignants, donc je pense qu'il en sera question pendant ce webinaire, et aussi peut-être des aspects d'actualité, tels que la désinformation, pourquoi on croit à la désinformation, aux fake news, etc., qui est aussi un autre aspect de l'erreur, qui est d'ailleurs parfois à l'intersection des erreurs et puis de la volonté de certains d'induire en erreur. Mais ça, c'est une autre question.
voilà, en tout cas, c'est quand même caractéristique des cahiers pédagogiques, c'est qu'on fait appel à des praticiens qui parlent de leur classe, de leurs difficultés et surtout pas de la recette magique qu'ils auraient en main pour faire avec les erreurs. Alors, Alexandra, peut-être maintenant, toi, tu es en classe encore, et l'erreur est ton quotidien, enfin, comme moi aussi. Je vous rappelle que en musique, une séance de travail s'appelle une répétition, réentendre, on recommence, on recommence, on recommence. Donc, on travaille sur l'erreur. Autant dire qu'on peut empêcher les gens de chanter si on veut, hein, c'est très facile à faire. Enfin, c'est facile. C'est très oui, facile d'empêcher les gens de chanter si on le veut. Donc Alexandra, je te propose donc de dialoguer un peu avec Jean-Michel. Oui, alors sur cette question de travailler avec les erreurs, je parle ici du point de vue de la prof d'histoire géo, qui est parmi toutes les disciplines d'enseignement possibles, j'imagine, celle qui est la plus obsédée par le passage du temps. Et l'objectif inatteignable, mais qu'il faut atteindre quand même, de finir son programme. Et donc, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce qu'il est possible, et est-ce qu'il est possible de travailler avec les erreurs, c'est-à-dire d'accepter de prendre le temps de revenir sur ce qui a été fait, et donc risquer de perdre du temps. En fait, à quel moment est-ce qu'il faut savoir perdre du temps pour revenir sur des choses qu'il serait dommage de ne pas traiter, ou alors quand est-ce qu'on peut, tant pis, laisser passer et passer à la suite? Dans le métier d'enseignant, on est tout le temps en train de prendre des décisions, même lorsque ça paraît très contraint. En fait, on prend beaucoup de décisions. Et donc, ces décisions par rapport aux erreurs qui sont importantes, et plus on dispose avant d'une réflexion solide et d'exemples de travaux, et c'est ça l'intérêt de la mutualisation, plus on pourra improviser correctement et savoir à tel moment prendre cette décision plutôt qu'une autre, tout en sachant que cette décision n'est pas forcément la bonne. Et je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est important de bien définir quelle attitude on va avoir face aux erreurs et selon le type d'erreur. Parce que je pense que une des conditions, c'est de négliger quand même certaines erreurs. Et ça c'est parfois très difficile pour les enseignants qui sont parfois très perfectionnistes et qui veulent à tout prix corriger. Ça fait beaucoup de mal aux cours de langue, par exemple. Moi, quand j'étais élève, je n'osais pas parler parce que le prof reprenait à chaque fois qu'on se trompait. Et donc, il n'y a rien de tel pour empêcher quelqu'un de parler, alors qu'on est obligé, on ne peut pas parler une langue sans se tromper au début, beaucoup. Donc, négliger les erreurs et prioriser certaines, ça c'est une chose très importante. En histoire, comme dans d'autres matières, il y a des erreurs qui sont négligeables. Mais c'est dur parce que comment vous n'avez pas corrigé ça, etc. Ensuite, voir ce que l'on peut corriger directement sans pour autant analyser ces erreurs, parce qu'il y a des choses qui sont là également pas exploitables tellement et on va corriger. Et donc réserver peut-être l'analyse à des erreurs vraiment importantes. Je ne sais pas, en histoire par exemple, une erreur, je crois, qui est commise souvent par les élèves, c'est de confondre les classes sociales au niveau du XVIIIe siècle et de la Révolution française en ne prenant pas en compte le fait que les nobles et les riches, ce n'est pas forcément les mêmes, qu'il y a des riches qui ne sont pas nobles et qu'il y a des nobles qui sont pas forcément Pas très riche, oui. moyennement. Et le tiers-état, c'est compliqué. Voilà. Par exemple, ça, c'est une erreur, ça vaut le coup de travailler là-dessus, sur les représentations, de même que la confusion qui est faite, même aujourd'hui encore, entre république et démocratie, puisqu'il y a des républiques qui ne sont pas démocratiques et des démocraties qui ne sont pas des républiques, et il y en a même beaucoup en Europe. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut travailler sans les corriger directement, parce qu'elles reflètent quelque chose d'intéressant. Chaque fois, il y a une vérité dedans, mais c'est en fait, c'est plus compliqué que ce que l'on croit. Et puis, il y a d'autres types d'erreurs, mais j'y reviendrai plus tard. Et puis, je crois qu'il faut aussi analyser les erreurs en fonction de critères d'évaluation, c'est-à-dire
qu'à certains moments, j'aime bien la notion de pertinence, quoi. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'un élève se trompe, pour reprendre l'exemple de l'histoire, sur une date, est-ce que c'est pertinent de corriger vraiment, si c'est approximatif, ou si c'est vraiment une date importante, comme le 14 juillet 1789 ou le 11 novembre 1918, là, ça devient intéressant de corriger. Bon, après, je ne sais pas si là, ce n'est pas une analyse qu'il faut faire, mais considérer que cette erreur, elle est à certains moments une erreur de date, aucune importance, surtout quand je vois des élèves qui doivent réciter des dates des dynasties égyptiennes. Franchement, ça n'a aucun sens, ni pour eux, ni pour nous d'ailleurs. Donc ça, c'est pas très important. Par contre, la précision des journées dans des événements comme la Révolution française ou la guerre de 14-18, c'est autre chose. Voilà, il y a plusieurs niveaux, et je reviendrai sur ça. Alors, c'est vrai que quand j'étais plutôt en début de carrière, ça m'angoissait beaucoup, l'idée de laisser passer des erreurs dans les copies des élèves. Je me disais, c'est pas possible. Si je veux être une bonne prof, il faut que je corrige tout, quoi, que je corrige tout directement ou que je corrige tout devant la classe. Enfin bon, ça prend un temps fou. Et puis c'est vrai qu'un jour, un élève m'avait fait la remarque de façon assez amère en me disant, mais de toute façon, avec vous, madame, il n'y a jamais rien qui va, quoi. Parce qu'ils avaient l'impression qu'en fait, je ne m'intéressais que aux erreurs. Jean-Michel ? On est dans la tradition française que j'évoque brièvement au début du livre, qui est quand même très centrée sur corriger les erreurs plutôt que valoriser les réussites. Il faut, dans ton livre, je crois que c'est Jean-Pierre Astolfi qui fait cette remarque. Je n'en suis pas certain, j'ai un trou de mémoire, mais c'est quand même une très très grande difficulté de savoir si on reprend ou pas certaines erreurs. Par exemple, si dans le cours d'un écrit, un élève primo-écrivant, enfin qui débute dans l'écriture, écrit maison, M-E-S-O-N, puis M-A-I-S-O-N, ce qu'il a est bon, puis M-E-Z-O-N, etc., on peut se dire, il écrit, et puis on peut se dire aussi, oui, mais si jamais on ne fixe pas un écrit qui est fluctuant, alors il aura un décodage de la lecture qui va être lui-même altéré. Jean-Michel. Oui, enfin, je pense que ça dépend des étapes d'apprentissage. Je ne suis pas un hyper spécialiste de la lecture proprement dite. Moi, j'étais prof de français, mais dans le secondaire, au collège. Mais il y avait une réflexion d'un grand chercheur décédé malheureusement, André Ouzoulias, qui justement montrait la différence, et je l'évoque dans le livre, entre une phase d'apprentissage où il peut être parfois gênant de faire visualiser des erreurs de graphie pour des élèves qui sont en CP, par exemple. Mais ce n'est pas la même chose que des élèves qui sont déjà en maîtrise de la lecture. Donc, il faut chaque fois se poser des questions didactiques. En tout cas, traditionnellement, le discours des inspecteurs en particulier, il y a 20, 30 ans, disons, c'était surtout pas exposer les élèves à des textes fautifs. Aujourd'hui, on est revenu de ça, parce que ça voudrait dire que voir des erreurs, ça incite à les commettre, c'est-à-dire confondre la mémoire et un appareil photographique, en quelque sorte. Et à l'inverse, voir des textes bien écrits serait un modèle qui s'imprimerait dans le cerveau, alors que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Oui, je vois passer une question. J'ai oublié de rappeler que lors de l'inscription, des personnes posent des questions. Et entre autres, il y a une question qui a été posée. Et nous tenons compte, il y a plusieurs dizaines, une centaine de questions qui sont posées. Il est impossible d'y répondre à toutes, évidemment. Mais une question sur la fossilisation de l'erreur, et tu viens d'y répondre. Tout dépend du moment. Et pour ma part, j'ai dirigé des chœurs extrêmement longtemps et dans l'apprentissage, l'erreur est consubstantielle de l'apprentissage, surtout dans un chœur polyphonique. Et j'avais comme règle qui fonctionnait bien les 3 erreurs. Si une même erreur était faite 3 fois,
La troisième fois, elle commençait à s'enquister, à se fossiliser. Et là, j'intervenais. Les 2 premières fois, on sentait que c'était plus que des erreurs de notes, que c'était plutôt des erreurs des approximations de notes, des propositions de notes. Ça me semble être aussi ça, savoir distinguer entre une proposition qu'un élève peut faire dans un cadre d'apprentissage et une approximation qui cherche et une erreur qui est là, quelque chose de fossilisé. Jean-Michel. Oui, j'avais un dessin mais qui appartient à un auteur, donc on ne peut pas le projeter comme ça. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait un élève qui, au lieu de dire j'ai découvert, qui disait j'ai découvert, ou quelque chose comme ça. Et au lieu de. J'ai prendu, par exemple, c'est une erreur que font pas mal d'enfants à l'oral, j'ai prendu au lieu de j'ai pris. Et en fait, c'est une erreur intelligente parce que prendre, le verbe prendre pourrait se conjuguer comme vendre, comme d'autres verbes rendre. Il se trouve que c'est pris pour des raisons historiques, alors que logiquement, on aurait dû dire j'ai prendu comme j'ai vendu, et d'autres, j'ai répandu. Et donc, ça fait pareil. Et donc, quelle attitude on a par rapport à ça? Et dans ce dessin, il y avait 3 attitudes d'adultes. Le premier qui disait ah oui, d'accord, tu as prendu. Le deuxième qui disait on ne dit pas prendre, on ne dit pas prendu, mais pris avec un ton de colère. Et le troisième qui disait ah bon, tu as pris. Et en fait, le troisième reprenait l'élève sans le corriger. Il montrait la bonne façon de dire et l'élève pouvait, dans ce cas-là, l'intégrer. On comprenait qu'il avait fait une erreur, mais sans le stigmatiser d'une certaine façon. Et je trouvais ça intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est transposable à toutes les situations, mais c'est intéressant parfois de reformuler en bien, mais en tenant compte et en disant peut-être à l'élève, en l'occurrence, qu'effectivement, il y a une règle qui n'a pas appliquée et qui aurait pu être appliquée, mais qui ne l'est pas en l'occurrence, pour des raisons, en l'occurrence historiques. Et on pourrait prendre ça dans plusieurs domaines. Oui, il y a un très beau texte de Sébastien Souhaité. Alors, si Ben et Assa arrivent à le retrouver, je les admirerai encore plus, où une élève, dans son cours de lettres, utilise le verbe non pas être, mais être. Et en plus, ça fait sens, quoi. C'est le genre d'erreur sur lequel non seulement il faut les, je ne sais plus ce qu'il a fait. C'est un texte très très beau, mais le verbe être pour le verbe être, c'est quelque chose de formidable. Alexandra, tu veux rajouter quelque chose, peut-être? Non, c'est pas pour l'instant. Donc évidemment. Je savoure toutes ces petites histoires là. Mais ça fait et la richesse et la difficulté du métier, je pense, puisqu'on parle beaucoup de stagiaires de Fort Prof. C'est ça la difficulté. Et puis, j'ai posé une question avant l'ouverture du webinaire. Qu'avez-vous comme souvenir des erreurs et de la façon dont vos erreurs étaient corrigées par vos enseignants? Moi, j'ai des souvenirs par moments violents, quoi. L'erreur d'avoir pris un chewing-gum et d'avoir eu des claques, reçu des claques par un professeur très violent, c'était il y a 50 ans, hein, mais bon, c'est ce qui fait que je ne fais jamais de remarques à des élèves qui ont un chewing-gum pendant mes cours, sauf pendant qu'ils chantent. Voilà, il a obtenu l'effet inverse. Yves Terre, donc bonjour, merci de ta présence. Et toi, tu as travaillé sur l'erreur à penser, à soigner. Yves. Oui, comment dirais-je? Mon ouvrage est un ouvrage moins pratique que celui de Jean-Michel, moins directement pratique, mais il propose une réflexion un peu plus théorique. Et c'est vrai que j'ai proposé la notion de dysfonctionnement pour mieux analyser ce qui est en jeu, dans la mesure où la notion d'erreur, elle est parée d'une telle évidence qu'elle bloque parfois l'analyse. Alors, pour le dire vite, la notion d'erreur renvoie dans les discours courants à quelque chose qui est localisé, qui est considéré comme erroné par rapport à ce qui serait juste ou vrai. Avec la notion de dysfonctionnement, je propose de considérer qu'il ne s'agit que d'une sous-catégorie de ce qui est considéré comme problématique et qui comprend aussi des choses assez floues,
Par exemple, quand on voit en marge des copies mal dit ou alors discutables, des choses aussi qui sont peu localisées. Par exemple, quand on voit en marge des copies des petits zigouigouis, ça comprend aussi de fausses erreurs. Par exemple, l'élève, il peut avoir bon et c'est le maître qui n'est pas forcément au courant. Et par exemple, nombre de maîtres ont corrigé, ont continué à considérer comme des erreurs les tolérances orthographiques. Ça peut être aussi des erreurs non vues par l'enseignant. Donc voilà, c'est une sous-catégorie d'un continent plus vaste. Et avec la notion de dysfonctionnement, je porte aussi l'accent sur le fait qu'un dysfonctionnement dépend d'une décision de quelqu'un qui a le pouvoir de décider par rapport à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, par exemple, le maître, il a le pouvoir de décider par rapport à l'élève. En revanche, il n'a pas le pouvoir de décider par rapport à un auteur qui peut faire des entorses aux normes du français, où il peut considérer que c'est vraiment très très bien, comme les parents par rapport à un enfant très très jeune qui s'extasie devant ses manières de parler. Donc, si vous voulez, le pouvoir, c'est un pouvoir de décider, c'est-à-dire de désigner, mais aussi de catégoriser. C'est-à-dire, par exemple, de considérer que c'est une erreur bénigne ou importante, que c'est une erreur ou que c'est une faute, etc., etc. Et la notion de dysfonctionnement porte aussi l'accent sur le fait qu'un problème n'existe que dans un espace social et disciplinaire donné. Par exemple, les profs de français n'aiment pas la répétition. Dans d'autres disciplines, ce n'est pas un problème. Hein. De la même manière, on peut considérer que certains vêtements, certaines manières de s'habiller ne posent pas problème dans un cours de mathématiques. En revanche, ça pose problème quand on est dans une matière professionnelle d'atelier ou d'hôtellerie. Donc, c'est toujours tributaire d'un espace social et disciplinaire donné. Et enfin, dernière remarque, pour moi, si j'ai choisi ce terme qui peut être discuté à juste titre, c'est que dysfonctionnement fait le lien avec la notion de fonctionnement. C'est-à-dire que, à mon avis, il n'est guère de fonctionnement qui n'implique son lot de dysfonctionnement. Donc voilà pourquoi j'ai proposé cette notion. Voilà, je ne me battrai pas sur le terme. En revanche, j'insiste sur les déplacements et les éclairages différents que ça permet. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, je développe tout ça dans mon bouquin Au Septentrion, Penser l'erreur. Jean-Michel. Voilà. Avec Penser qui est sans doute avec le A et le E aussi, qui peut être mis à plusieurs. Alors, ce n'est pas simplement le pansement, hein, comme certains l'ont pensé. Hein, ça vient aussi du champ des pratiques parallèles des guérisseurs, par exemple. Et de la caresse aussi, penser les chevaux. Par exemple, Jean-Charles, on se calme maintenant. Jean-Michel. Parce qu'on parle de sémantique, le mot erreur d'ailleurs est intéressant aussi parce qu'il y a l'erreur et l'errance aussi. L'errance, c'est le tâtonnement avant de trouver la bonne solution. Donc ça, c'est le côté positif. Et je crois qu'il y a eu pas mal de questions sur la distinction erreur-faute. Alors évidemment, moi, comme tout le monde, hein, ça m'arrive de dire faute d'orthographe, mais il faudrait quand même proscrire ce mot, car faute, ça implique quand même, ça renvoie à la morale. Et je crois qu'on est là dans le cognitif et non pas dans la morale. Mais tout de même, sur cette notion de dysfonctionnement... oui, enfin, je crois que c'est intéressant. Oui, en particulier, ce qu'a dit Yves sur ce qui est erreur dans une discipline ne peut ne pas l'être dans une autre. Je pense que, par exemple, quand on décrit un animal, lorsqu'on est en SVT, il faut le décrire de manière scientifique, sans mettre de l'affectif dedans, sans dire il est mignon, etc., ce que font les enfants primaires des fois. Et donc là, c'est une erreur que de mettre du subjectif, de l'affectif, alors qu'en français, une description, au contraire,
et si c'est trop scientifique, ça va devenir froid, etc. Et même à l'intérieur d'une discipline. Je pense qu'il y a, quand on écrit un récit, j'ai beaucoup fait écrire les élèves, quand on écrit un récit qui est plutôt un récit réaliste, on va parler de l'âge du personnage, éventuellement très précis, parce que ça peut être intéressant. Si c'est un conte, mettre que le héros a 26 ans, c'est une erreur, il faut mettre jeune homme, ça suffit, il ne faut surtout pas le préciser. Donc, oui, c'est par rapport à un fonctionnement, d'où l'intérêt d'ailleurs d'étudier en français les genres, parce que ce qui est à l'intérieur d'un genre, il y a un fonctionnement justement à l'intérieur d'un genre littéraire qui... Alors on peut jouer après dessus, on peut faire des anachronismes aussi, des choses comme ça, mais en comprenant bien ce qu'est un fonctionnement et ce qui est un dysfonctionnement à cet égard. Je ne sais pas si ça remplace complètement le mot erreur, mais en tout cas, c'est une approche intéressante. Alexandra? Oui, j'avais découvert il n'y a pas si longtemps que ça, justement à propos de l'enseignement de l'histoire et ce qui est attendu des élèves, enfin de la façon dont ils doivent s'exprimer par écrit ou par oral, c'est qu'en France, on essaie de les faire exprimer des idées de façon très neutre et sans jugement de valeur. On dit qu'on n'est pas là pour juger les gens du passé, que quand on fait un devoir sur le nazisme, c'est pas la peine de tomber dans l'abondance d'adjectifs horrifiés, quoi. Et j'ai appris que, par exemple, en Allemagne, ben, c'est plutôt l'inverse, que les cours d'histoire sont aussi l'occasion pour les élèves de formuler un jugement moral. Donc, je pense qu'un élève serait assez perturbé de passer d'un système à l'autre et de se voir reprocher ce qu'on encourageait à faire dans l'autre système, par exemple. Jean-Michel? Oui, mais d'ailleurs, c'est un débat là-dessus, d'ailleurs, parce que sur comment on enseigne le nazisme ou d'autres périodes du passé, oui. Mais peut-être que là, on sort un peu. Enfin, oui, si, ça peut être une erreur par rapport à un fonctionnement académique qui peut changer d'ailleurs, parce que effectivement, ce qui est erreur un jour peut être le lendemain. Je pensais aussi dans les disciplines l'importance de relativiser à certains moments le savoir. Alors, bien sûr, il y a des savoirs qui sont établis et qui sont indiscutables. La Terre n'est pas plate. Elle n'est pas ronde non plus, d'ailleurs. C'est pas une vraie rotondité. Mais je pensais à deux exemples. Je me rappelle autrefois avoir fait visite. On avait été au Musée de l'Homme à Paris, dans sa version ancienne, et il y avait eu une conférence sur la naissance de l'espèce humaine en Afrique, la faille africaine, et c'était dit de manière très, très affirmée, quoi. Et en fait, aujourd'hui, c'est très remis en cause, cette thèse, et beaucoup de travaux qui remettent un peu en cause la préhistoire, c'est mouvant, et donc c'est l'élève qui aurait contesté cette thèse à l'époque aurait été peut-être dans l'erreur, alors qu'aujourd'hui, il dirait, mais ça ne remet pas en cause la thèse en elle-même, mais ça la relativise. Un autre exemple, alors encore plus... Pardon, Jean-Michel, juste parce que ça, c'est intéressant. En fait, la contestation de la thèse n'est pas une erreur. La contestation de la thèse, c'est la remise en cause d'un savoir scientifique qui est légitime, à savoir tout savoir scientifique est repassé au crible du doute scientifique. Il est donc possible de le remettre en cause face au pairs. Et c'est pour ça, on l'a vu avec toutes ces études absurdes qui ont été montrées sur tout pendant les 2 années de pandémie, où on voyait bien que les scientifiques savaient que la méthode était mauvaise. Et c'est en travaillant sur la méthode qu'on peut savoir si des affirmations scientifiques sont fausses. Là, mais l'exemple que tu donnes n'est pas une erreur, je pense. Sauf si l'élève raconte autre chose sans savoir qu'il met en cause une connaissance qui était établie à l'époque. Non, simplement, c'est... oui, est-ce que c'est une erreur il y a des erreurs scientifiques qui ont été... Enfin, des erreurs... Oui, des avancées qui pas assez étayées ou qui sont remis en cause par la suite. Mais je pensais à un autre exemple, peut-être. Quand j'étais en terminale, pour le bac, je me rappelle avoir étudié, il fallait savoir par cœur les chiffres de production en URSS de la métallurgie, Magnitogorsk, etc. Je me rappelle des chiffres qui étaient quand même complètement faux.
Oui, qui était sciemment faux. Oui, oui, moi j'ai le même souvenir que toi. En tout cas, les auteurs de manuels. J'ai appris ça aussi, voilà. On est vieux. Et donc là, c'est intéressant aussi. Alors, mais en même temps, il ne faut pas non plus exagérer ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de savoir solide. Et évidemment, on est en proie aujourd'hui au doute pour le doute, et au doute qui doute de tout sauf de son propre doute. Et ça, c'est négatif aussi. C'est notre type d'erreur. Mais le doute n'est pas la suspicion. C'est complètement différent. C'est le doute scientifique est bien établi. Yves, je voudrais revenir sur cette notion de dysfonctionnement, justement en rapport avec la démarche scientifique et aussi avec la démarche d'apprentissage. Je pense au livre de Daniel Favre. J'ai un problème avec, je l'ai à côté de moi. C'est pas l'enfant et la peur d'apprendre, c'est transformer la violence des élèves, où il dit que dans une première phase de découverte d'un nouveau sujet, l'élève sera beaucoup plus amené à faire des erreurs pour apprendre, et que ces erreurs d'ailleurs ne doivent pas être sanctionnées. C'est pas le moment de l'évaluation normative, parce que c'est l'erreur qui permet de chercher et de comprendre et de trouver. Donc ce dysfonctionnement, par moment, je me demande si le terme me correspond vraiment. Enfin, voilà. Est-ce que c'est le terme qu'on utiliserait dans ce cas-là, Yves? C'est pas important. C'est-à-dire que les gens, dans leur pratique, utilisent le terme qu'ils veulent. C'est un terme que j'ai proposé pour faire un pas de côté, qui correspond à un travail théorique. Sans ça, dans ce que tu dis, moi, je suis d'accord sur le fait qu'un même phénomène, et c'est ce que je disais, et c'est pour ça que la notion de dysfonctionnement me sert, peut être catégorisée de manière différente. Par exemple, selon effectivement, enfin, on a raison qu'on est dans une phase de découverte ou autre, mais aussi, par exemple, qu'on est dans telle ou telle démarche pédagogique. Par exemple, dans le cas du tâtonnement expérimental, cher à Freinet, et effectivement, ben voilà, ça fait partie de la démarche où on cherche, etc. Donc voilà, je crois qu'il faut, comment dirais-je, ne pas confondre ce qui est construction théorique avec des désignations notionnelles qui sont faites pour s'éloigner du langage courant, et puis les catégorisations courantes. Oui. Alors, sans ça, après, dans ce que tu disais, sur la démarche scientifique, c'est effectivement assez intéressant de lire un certain nombre d'épistémologues ou d'historiens des sciences qui montrent comment ça se construit effectivement à chaque fois avec des rectifications d'erreurs, des déplacements, etc. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question. Et de toute façon, moi j'aime beaucoup la phrase de, je crois, René Caès, qui dit que la connaissance, c'est la part immergée de la vérité. Et donc l'erreur, c'est aussi une quête, quoi. Je crois qu'il est temps d'interroger le chat parce qu'il bouge beaucoup, Ben. Oui, alors beaucoup d'enthousiasme. Ça, c'est vraiment, ça fait plaisir. Ça fait vraiment c'est vraiment très chouette parce que ça. Et puis il y a déjà des questions auxquelles vous avez déjà répondu, notamment effectivement au tout départ, la différence entre faute et erreur, qui a très bien été redéfinie, replacée par Jean-Michel. Après également beaucoup de témoignages rigolos et puis moins rigolos parce que ça renvoie évidemment à des sentiments un peu négatifs, ces histoires d'erreurs et de quand on se remémore tout ça. Ça renvoie d'après ce que j'essaie de lire en filigrane, cette idée de l'enseignant. Alors, il y a une remarque là très pertinente, c'est la peur de l'erreur chez les élèves a-t-elle un lien avec la peur de l'erreur des enseignants? Tu veux dire que la peur de l'enseignant qui fait lui-même une erreur, tu veux dire? Oui, ça peut être interprété comme ça, mais peut-être la peur pour l'enseignant de faire des erreurs également. Oui. Et alors voilà, une première piste. Et puis après, Alexandra qui me fait beaucoup rire avec son anecdote de sa prof de français dans leur rédaction.
qui dit, voilà, si vous avez un doute, allez vérifier dans le dictionnaire. Et puis elle n'a jamais osé lui dire qu'elle n'avait aucun doute, justement. et que donc, elle ne se posait même pas la question de savoir si... Alors voilà, c'est les enfants, enfin les élèves en général se trompent de bonne foi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Oui, c'est Jean-Michel. Surtout que ça pose, en l'occurrence, la question de la source d'information. C'est une question essentielle aujourd'hui. Il y a un rapport récent de l'inspection générale qui montre la faiblesse quand même de notre école sur cette question-là, l'insuffisant travail sur d'où viennent les informations, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est une erreur. Bon, la crise sanitaire en a été une manifestation. Et donc, surtout qu'aujourd'hui, les élèves ont la possibilité de chercher sur Internet et ils vont trouver des choses contraires à ce que dit le prof, soit pour la bonne façon vraie, soit le plus souvent, malheureusement, de façon fausse, sans parler de la théorie d'évolution, ou même pour des choses plus anodines d'une certaine façon. Donc ça, c'est quand même un travail qu'il faut mener beaucoup plus. C'est dans les priorités, c'est ce que disait Alexandra au début, quelles sont les priorités, je crois que c'en est une. C'est vérifier pour savoir si on se trompe ou pas, comment on peut savoir qu'on se trompe. C'est pas parce que c'est la parole du maître. Donc il faut introduire ce que Mérieux appelle le tiers, que le tiers, c'est Internet, les livres, et pas seulement la parole du prof. Le débat se poursuit là avec rage dans le chat sur ce dilemme d'afficher les erreurs des élèves au tableau, de les écrire, de les confronter à des orthographes notamment erronées. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Tranchons le débat. Alors, je ne sais pas s'il faut le trancher, parce que je dirais vraiment ça dépend du contexte. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup travaillé en projetant par exemple des erreurs d'élèves, alors soit des erreurs réellement commises par des élèves dans la classe, soit des erreurs d'autres élèves, mais sans mettre forcément les noms, mais même, je crois que, et on travaillait collectivement avec une suggestion, qu'est-ce qu'on pourrait faire, pourquoi il a écrit ça, il y avait de bonnes raisons, mais et par exemple, éviter ce stéréotype de dire parce qu'il n'a pas fait attention, parce que justement, par exemple, l'orthographe, celui qui fait des erreurs, en général, ce n'est pas une question d'attention, parce que l'élève qui est bon en orthographe, il n'a pas besoin de faire attention. Mais ça, c'est une autre question, il y a une question là-dessus. Mais cette projection ou ce travail en petits groupes, par exemple, les élèves travaillent ensemble sur des erreurs commises, mais aussi pas seulement sur les erreurs. Déjà, on travaille sur les erreurs, mais aussi sur les points forts, les réussites, on montre les réussites. Et on se débrouille pour qu'on montre des réussites d'élèves qui ne sont pas très bons. C'est important. Écriture collective, de nouvelles, tout ça, projeter des choses comme ça, comment on peut améliorer. Et puis, tout est dans le climat de la classe. S'il y a un climat bienveillant, tout change. C'est pour ça que, par exemple, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites parce que la consigne n'a pas été comprise par les élèves. C'est un type d'erreur assez classique. Moi, j'ai travaillé énormément sur les consignes, j'ai fait plusieurs ouvrages là-dessus, et beaucoup de formation là-dessus. Et en fait, j'ai toujours combattu l'idée que quand il y avait une mauvaise compréhension de la consigne, c'est parce que la consigne était forcément mal faite. Or, pas du tout, ça dépend. Il y a des fois des consignes qui sont abominables, y compris dans le brevet, dans le bac, tout ce qu'on voudra, mais il y a des consignes qui sont complexes, qui demandent un travail, et il faut accepter que les élèves se trompent parce qu'ils ont besoin de cette étape. Donc l'idée de l'erreur comme étape, ça me paraît très important. Et ça a du mal à être accepté par les traditions, y compris par les familles ou par les élèves eux-mêmes. Mais petit à petit, je pense que si on adopte un mode de travail où l'erreur est une étape nécessaire à certains moments, pas toutes les erreurs, mais certaines erreurs sont nécessaires à certains moments pour avancer. Et donc, si on est dans ce climat bienveillant qui encourage la prise de risque, c'est pas parce que quand on a pris des risques, on n'est pas sanctionné.
qu'on arrive à analyser ensemble tranquillement les erreurs qui sont commises. Ce qui ne veut pas dire qu'à certains moments, il y a des erreurs que les élèves ne doivent plus faire parce qu'on a travaillé là-dessus suffisamment. Donc ça dépend aussi de l'étape de l'apprentissage. Mais dans une étape initiale, c'est sûr que les élèves vont se tromper. Et donc, je dis souvent, il ne s'agit pas de supprimer les difficultés, mais d'aider les élèves à les surmonter. C'est deux conceptions différentes de la pédagogie. Et très éloignées d'ailleurs de ce fameux laxisme qui est reproché aux pédagogues. Au contraire, ce n'est pas du tout laxiste, mais c'est dans un climat bienveillant où on a le droit de se tromper, on a le droit de dire des choses complètement aberrantes à certains moments. Hors menace, dit-on souvent. En sachant distinguer à certains moments, quand il y a aussi des élèves qui font de la provoque à certains moments. Oui. Mais le climat est celui de l'enseignant, enfin, et donc de la classe, et c'est ce climat qu'on appelle souvent hors menace. Je précise quand même parce que beaucoup de soit jeunes collègues ou prochains collègues débutants ou passant les concours, vous vous apercevez qu'on répond jamais oui, non, ça dépend. C'est tellement dépendant du contexte, dépendant de plein de choses. Et tout à l'heure, d'abord, on vous montrera une petite vidéo d'une collègue qui fait un magnifique travail. Puis ensuite, on vous passera un texte. Je vous montrerai un texte qui dit des choses. Yves, tu veux réagir peut-être? Oui, sur 2 points. Merci d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Merci d'éteindre vos micros, c'est le plus simple, si vous voulez bien. C'est un classique des webinaires. Il y a un moment. Oui, j'avoue c'est assez désagréable voilà. parce que les micros sont fermés normalement quand les gens arrivent. Et donc, ça veut dire qu'ils les ont remis en marche. Je voulais revenir sur cette question d'affichage de l'erreur. Derrière, il y a une représentation curieuse selon laquelle, si on montre les erreurs, ça va se fixer dans l'esprit des apprenants. Bon, dans ce que je connais, ce n'est fondé sur rien. En revanche, il me semble que ça peut être intéressant si on veut travailler sur l'erreur. Parce que si on veut travailler sur l'erreur, il faut la voir, il faut la connaître. Et je crois qu'un des gros problèmes de l'enseignement et des apprentissages, c'est que souvent les apprenants ne connaissent pas leurs erreurs. Donc, on travaille en méconnaissance. Moi, j'étais frappé quand j'étais prof de collège. Par exemple, sur la question classique de l'orthographe, je leur demandais s'ils étaient bons ou mauvais en orthographe d'après eux. Bon, alors il y avait des réponses différentes. Et ceux qui disaient qu'ils étaient mauvais en orthographe, je leur demandais, mais sur quoi tu es mauvais? Et ils me répondaient, soit je ne sais pas, soit sur tout. Donc, ils ne connaissaient pas. Hein. Autre exemple, quand un prof marque quelque chose sur le cahier de l'élève et lui demande de reprendre ça, et on s'aperçoit qu'il peut reprendre ça en commettant de nouvelles erreurs. Donc, à certains moments, c'est important d'afficher pour effectivement permettre de bien voir et permettre un travail sérieux dessus. Ça dépend aussi du domaine disciplinaire, de la stratégie qu'on met en place, des enjeux et des visées. Par exemple, les collègues qui en français travaillent avec les brouillons d'écrivains, ça peut être aussi intéressant pour dédramatiser à certains moments les choses en montrant que voilà, les écrivains aussi commettent des erreurs, des imperfections, etc. Et c'est tout un travail d'élaboration progressive. Et je voulais quand même revenir sur ce qui s'échange autour de erreurs et fautes. Il y a beaucoup de choses dans le chat et je voudrais dire qu'il ne faut pas confondre les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence au sein de la production ou du produit entre ce qu'on appelle erreur ou faute. Si je reprends l'exemple d'Alexandra qui s'est exposée, cette malheureuse, avec le malgré avec un S, quoi qu'on fasse, il y a quelque chose qui est un ajout d'un S à malgré. Bon, voilà, là, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. Après, c'est la décision du prof, c'est une décision de catégorisation. C'est-à-dire qu'il va appeler ça une erreur ou une faute. Le problème, donc, n'est pas une différence de facto,
mais une différence dans sa manière de catégoriser et du coup dans la stratégie pédagogique qu'il envisage derrière. C'est-à-dire, est-ce qu'il estime qu'une approche moralisatrice est plus efficace qu'une autre stratégie? Mais donc voilà, je crois qu'il ne faut pas confondre. À la base, il n'y a pas de différence entre ce qu'on appelle erreur ou faute en termes de description. Oui. Par rapport à ce qu'a dit Yves sur le fait de montrer les erreurs qui s'imprimeraient, on pourrait dire à contrario que c'est pas parce qu'on montre des choses justes qu'elles s'imprègnent. La preuve, c'est les élèves qui copient 50 fois je ne parlerai pas en classe et qui, d'ailleurs, quelquefois font une faute à chaque parlerait à IS, etc. Et pour autant, ils vont commettre l'erreur éventuelle à l'orthographe à la fin du parlerait, ils vont écrire ER à un autre moment. C'est évident. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que ça me paraît important aussi de prévenir l'erreur, c'est-à-dire aussi moi, quand je préparais des élèves au brevet, et quelles sont les erreurs les plus fréquentes, les erreurs types que l'on risque de commettre, par exemple, confondre, puisque c'est des questions qui reviennent, confondre un synonyme et des mots de la même famille, des choses comme ça. Et cette mise en alerte, ça peut être intéressant aussi. Quelles sont les erreurs qui sont les plus fréquentes que l'on commet et pourquoi on les commet? Donc ça fait partie de l'analyse des erreurs. Oui, toujours sur le fait de montrer ou pas l'erreur au tableau. J'ai écrit un court article dans ce livre dans lequel je parle de l'erreur du chant, mais aussi d'une façon de faire analyser un morceau que l'on entend. C'est part du cours de musique. Donc, et j'utilisais une technique qui était de permettre non pas aux élèves de répondre au risque de faire une erreur, mais de faire des propositions. Entend un concerto pour clarinette, l'élève pouvait, moi je ne disais rien, toute parole était admissible, toute proposition était admissible, je la notais, par exemple, on entend une flûte, je la note, tout en ayant précisé que il n'y a aucune moquerie possible, c'est admissible, puis ensuite il y a discussion autour de ce qui est écrit au tableau, parce que s'il y a écrit une clarinette et s'il y a écrit à côté une flûte, c'est bien qu'il y a un problème. Là, il y a une tension entre deux termes. Et j'utilisais même par moment une autre technique où les élèves pouvaient simplement lever la main en disant « je ne suis pas d'accord avec la flûte ». Et je rayais le mot flûte. Et puis un autre disait « je ne suis pas d'accord avec la flûte ». Et je rayais à nouveau le mot flûte. Et on s'apercevait des surcharges de rature sur certains mots qui faisaient que l'erreur apparaissait. Mais ce n'est pas suffisant. Alors déjà, souvent, on n'arrivait plus à souvenir qui avait proposé la flûte, si c'était ça l'erreur. Ce n'est pas suffisant. Bon, on s'aperçoit bien que c'est une clarinette. Quelle est maintenant la logique de celui ou celle qui a proposé la flûte? Parce que ça, c'est important. Il y a une erreur, mais il y a une logique derrière cette erreur. Elle n'est pas complète. La flûte a à peu près, une tessiture qui peut se rapprocher de la clarinette. Oui, ou ce sont deux sonorités qui peuvent, dans certains cas, se ressembler. Oui, ou alors il y a une flûte au mur, un poster de flûte. Ou alors, il avait envie de répondre. Même ça, quoi. J'ai envie de dire quelque chose. Et c'était, moi, ça m'apparaissait des moments extrêmement détendus par rapport à l'erreur qui faisait que les élèves proposaient et toute la classe participait. Je vois le temps qui passe. Je vais vous proposer tout de suite d'écouter Corinne Brisbard qui travaille avec des enfants en grosse difficulté, qui est maître E, donc qui est dans l'enseignement spécialisé, qui nous a fait la gentillesse de bien vouloir témoigner de ce qu'elle vivait et du ressenti de certains élèves par rapport à la surcharge d'erreurs, et l'erreur qui, même dans un milieu, dans un cadre très protégé et hors menace, devient insupportable. Donc je vous montre ce témoignage, Corinne Brisbard. Alors, qu'en est-il des élèves qui se trompent trop ou très souvent? Eh bien, ce sont justement les élèves avec lesquels je travaille en tant qu'enseignante spécialisée. Si les enfants qui viennent travailler avec moi
énoncent très très rapidement ces quelques mots, on a le droit de se tromper, leur attitude montre très vite que pour eux, ça reste une blessure et que ce droit qu'on leur donne n'est pas un droit qu'ils s'octroient. Alors, pour plusieurs raisons que j'ai essayé d'analyser, se tromper, souvent, c'est voir que les autres ont les bonnes réponses. Et du coup, eux, ils traduisent ça par le fait que les autres sont plus intelligents qu'eux. Donc, eux seraient bêtes. Se tromper, c'est souvent aussi se mettre en difficulté sous le regard des autres. Ils racontent qu'on se moque d'eux, que les autres les regardent. Ce n'est pas toujours vrai, mais en fait, c'est ce qu'ils ressentent. Et le regard des autres, le regard du groupe classe, ils ne le supportent plus. Et se tromper, souvent, c'est aussi banaliser l'idée qu'on est toujours dans l'erreur. Donc, avoir le droit de se tromper ne signifie pas que ça devient plus acceptable pour ces enfants qui se trompent trop souvent. Et plus ils grandissent, plus ils s'enferment dans des attitudes soit de non-engagement, donc des élèves qui ne répondent plus ou qui ne lèvent plus le doigt, soit dans des attitudes de faire semblant. Ils vont lever le doigt, et puis quand l'enseignant les interroge, ils ont oublié ce qu'ils voulaient dire. Et quand les autres donnent la bonne réponse, oui, ils le savaient. Parce que, en fait, si c'est si important, bien évidemment, de se sentir libre, de s'engager sans être sûr de donner la bonne réponse, c'est tout de même essentiel de trouver parfois. Et ces élèves que je reçois sont tellement mal avec cette idée d'erreur possible qu'ils sont devenus totalement incapables de reconnaître ce qu'ils savent. Et c'est ce qui les empêche souvent de continuer à répondre à la maîtresse ou au maître. Pour moi, dans cette histoire de mettre dans la classe des panneaux d'affichage, ici on a le droit de se tromper, il manque une étape en fait. L'étape de dire que si les élèves ont le droit de se tromper et que c'est essentiel, il faut que ce temps soit suivi par un temps qui dirait à l'enfant mais qu'est-ce qu'il fait qu'il s'est trompé? Pourquoi est-ce qu'il s'est trompé? Alors, je sais bien pourquoi ça ne se fait pas en classe. C'est une analyse qui est longue, qui est complexe souvent, d'autant plus que les classes sont souvent chargées. Mais c'est seulement à cette condition que les élèves pourraient éventuellement ne plus se tromper. Les erreurs des élèves viennent la plupart du temps soit d'une incompréhension ou d'une méconnaissance de la consigne, d'un malentendu sur la consigne. Ça vient aussi d'une méconnaissance de ce qu'ils savent. Et ça, c'est très important. Ils ne savent pas ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Donc, ils pensent qu'ils n'ont pas de savoir. Et c'est aussi pour eux une impossibilité, et ça, je pense que pour moi, c'est l'essentiel, une impossibilité de mettre en lien le travail à réaliser, le travail qu'on leur donne, et ce qu'ils ont besoin de connaître et de mettre en œuvre pour le réaliser. Ces liens ne se font pas. Ils se font mal pour les enfants qui sont vraiment en grande difficulté. Et du coup, ça les amène à penser qu'ils sont bêtes ou plus bêtes que les autres, en tout cas. Et ils observent la réussite des autres comme quelque chose de magique. Voilà, merci Corinne qui est là. En plus, on te remercie beaucoup de ce témoignage que vous retrouvez dans le livre de Jean-Michel, Enseigner avec les erreurs des élèves. Jean-Michel, tu veux réagir? Oui, j'avais sollicité Corinne que je connais bien et je connais son travail. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans sa contribution au livre, c'est par rapport à un discours un peu stéréotypé de dire il faut dédramatiser l'erreur. Comme ça, parce que dédramatiser l'erreur, ça peut vouloir dire bon, écoute mon petit, c'est pas très grave. Ça peut être condescendant, voire méprisant. Au fond, c'est pas grave s'ils se trompent, etc. Et les élèves peuvent le sentir comme ça. Et ils ont raison dans ces cas-là. Je pense que oui, si on analyse les erreurs, si on montre que c'est des erreurs qui sont des étapes,
on ne montre pas que ça comme ça, c'est un travail long. À ce moment-là, oui, on dédramatise si on veut, mais ça ne se fait pas comme ça facilement, la dédramatisation. Ce n'est pas volontariste, il faut que dans la tête des élèves, ça se passe comme ça, de dire l'erreur, oui, c'est naturel de se tromper. Et donc, cette appropriation, elle passe, oui, il faut du temps pour ça, et il faut ce climat, mais à la fois bienveillant et exigeant, parce que l'exigence, justement, les élèves, ce que je disais tout à l'heure, c'est la tentation de supprimer les difficultés. Donc, c'est pas ce qui compte, c'est pas la réussite immédiate, c'est la réussite à long terme. Et je crois que bien souvent, dans les pédagogies, en particulier pour des élèves en difficulté, on sacrifie le long terme au court terme. Et d'où l'importance d'évaluer sans notes, mais avec des compétences et des progrès individuels qui sont petit à petit, qui se construisent, etc. Et dans ce cas-là, on peut aussi différencier les élèves, parce qu'il y en a qui vont progresser avec un rythme différent des autres. C'est comme ça. Là, enfin, moi, je suis très touché par certaines phrases de Corinne, comme certains élèves ne savent pas reconnaître ce qu'ils savent. Enfin, je veux dire, c'est un niveau d'atteinte de l'estime de soi et de l'estime de ses propres compétences qui est considérable sur des enfants qui ont moins de 10 ans. C'est aussi ça qui est très spectaculaire. Ils ne savent pas ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Ça aussi, c'est très spectaculaire. Ça remet tout de même fortement en cause, au moins pour ces enfants-là, mais enfin, moi, j'ai tendance à penser pour beaucoup, et ça se fait dans beaucoup de pays qui ont des résultats bien supérieurs aux nôtres. Ça remet en cause une forme d'évaluation de l'erreur qui est autant qui provoque ce genre de choses. Jean-Michel. Oui, tout à fait. Oui. Alors, là encore, l'évaluation, moi, j'aime pas, par exemple, l'expression évaluation bienveillante. Il ne s'agit pas que l'évaluation soit bienveillante. Il s'agit que le climat dans lequel se fait l'évaluation soit bienveillant et que cette évaluation, elle ne soit pas. Enfin, la possibilité de refaire son travail, tout simplement, c'est quelque chose qui est trop rare. Et je l'ai constaté, malheureusement, parce que des parents m'ont dit c'est bien avec vous parce que les autres peuvent recommencer leur travail. Et j'étais un peu gêné quand ils disaient ça, parce que je veux dire, ça devrait être naturel, ça devrait être hyper majoritaire. Et le fait que les parents me le fassent remarquer, ça veut dire que ce n'était pas si fréquent que cela. Avec l'idée aussi, bah, c'est pas juste, s'ils peuvent refaire leur travail, ils améliorent leur premier jet, alors que ceux qui ont fait qu'une fois, donc, peu importe. Et c'est aussi une évaluation non comparative, c'est-à-dire se comparer avec soi-même et non pas avec les autres. Oui, oui. Est-ce que il va falloir qu'on aille un peu vite maintenant, parce que on arrive on n'est pas au terme, mais on n'en est pas loin. Vous voulez réagir, Yves, Alexandra? Pas tout de suite, pas spécialement. Non. Yves? Oui, moi je crois que le discours quand on parle de la dédramatisation de l'erreur, on oublie que l'élève entend des discours différents, pas simplement celui du maître, mais le discours social, le discours de sa famille, etc. Il est toujours au croisement de discours qui sont contradictoires. Et donc ça, parfois, on l'oublie un peu. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que ce qui me semble important, c'est que finalement, l'élève comprenne qu'il peut progresser, qu'il peut s'améliorer. C'est-à-dire que le problème n'est pas en quelque sorte de dramatiser ou de dédramatiser. À mon avis, ce sera dédramatisé s'il comprend qu'il va pouvoir, avec le travail qui est fait sur l'erreur, progresser. Parce que souvent, les gamins, ils reproduisent les erreurs parce qu'ils ne comprennent pas. Et donc, on les stigmatise, mais il n'y a jamais de travail dessus. Et à partir du moment où il y a un travail qui est effectué, qu'ils comprennent mieux leurs erreurs et qu'ils arrivent à en bouger, je crois que là, c'est quelque chose qui, comment dirais-je, qui va contribuer effectivement à dédramatiser beaucoup mieux que n'importe quel discours sur la dédramatisation. Oui. Ben, peut-être le chat?
Il est très vivant, hein, je le vois, je n'ai pas Oui, le temps oui, de le oui, lire. oui, Parce oui, que c'est passionnant parce qu'il y a des échanges et puis parce qu'il y a, voilà, ça va dans le sens évidemment de ce fin évidemment non, pas forcément, mais de ce qui est dit. Et voilà, de beaux commentaires. Alors, juste que je retrouve celui qui était également intéressant, tout était intéressant. Hein. Euh, alors, je repasse tout à l'heure, je repasse oui, dans une minute. oui. Je voudrais vous montrer un texte et puis je ne vous dis rien d'autre. Et évidemment, c'est pas un exercice, mais voilà un texte et je vous propose de le lire et on en parlera un petit peu après. C'est un texte que j'ai reçu dans ma classe de professeur de musique. Hein. Voilà, je ne vous le lis pas non plus. C'est un texte écrit par une élève de 6e au mois de novembre, fin novembre. Alors, je ne sais pas, Jean-Michel, alors il y a des questions où j'ai mis, ils ne sont pas des vraies questions. Et puis, c'est vrai que moi, je n'ai pas eu à me les poser, puisque j'étais et à l'origine, enfin presque à l'origine, vous allez voir, et celui qui réagissait par rapport au texte. Jean-Michel, tu veux réagir? Oui, c'est vrai que j'ai rencontré, vu que j'ai enseigné en REP et avec des élèves très dysorthographiques, par exemple, j'ai rencontré des textes comme ça. Donc, après, il faut voir le contexte aussi de l'élève. Mais le fait de le lire à haute voix, par exemple, montre, il peut le remontrer. Oui. Alors, je vais répondre tout de suite au problème de la dysorthographie. L'élève n'est pas dysorthographique, dans le sens où ce n'est pas une pathologie qu'elle a. Oui, d'accord. Non, mais Non, non, mais du coup, je vais préciser le contexte. C'est une élève qui disait elle-même de façon très fière, elle en était vraiment chargée, quoi. Elle disait, je suis manouche. Et elle est arrivée fin septembre, quand sa famille s'est sédentarisée pour les mois d'hiver. Difficile intégration dans la classe parce que les élèves, c'est une classe coopérative qui ont essayé de l'accueillir et elle a pris ça pour une, une agression. Vraiment, elle n'était pas dans ce groupe d'appartenance. Et puis, à un moment, lors d'un quoi de neuf, elle a dit des choses absolument extraordinaires. Et les autres ont posé la question, c'est quoi un pèlerinage? Parce que ses parents partaient en pèlerinage. Et ensuite, elle m'a dit, monsieur, je veux vous raconter ma vie. Elle m'a écrit ça. Et je vais vous le lire et vous allez voir, si vous ne regardez pas l'orthographe, ce que ça donne, sachant que les élèves manouches ont une particularité phonologique. Ils ne savent pas, elle n'a jamais su m'appeler monsieur Léon, elle m'appelait monsieur Léan, et ils avaient aussi, le T est difficile à dire, mais vraiment dans une population très particulière. Hein. On vit dans les caravanes, au lieu de manger à 20h, on mange à 18h. On n'a pas la même langue que vous, on voyage plus que vous, on va souvent en pèlerinage, on est plus habile que vous. À un certain âge, on fait les tâches ménagères, comme faire la vaisselle, faire le lit ou garder notre petite sœur et frère. Comme ça, les parents partent. Je crois que j'ai oublié les. Voilà. Finalement, si je vous le dis comme ceci, vous entendez que j'ai un défaut de langue. Ce qui me frappe aussi, c'est que, par contre, il y a des choses assez remarquables. A accent, par exemple, beaucoup d'élèves ne mettent pas le A accent au début. Il y a des mots qui sont très bien écrits. Normalement, j'ai respecté l'orthographe. Hein. Vrai, Oui, il y a des mots très bien écrits. Voilà, il y a des mots très bien écrits. Donc ça, c'est peut-être là aussi qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Oui, ben, bravo, tu écris A avec accent, beaucoup d'élèves le font pas, par exemple. Oui. Et oui, alors après, par exemple, ici, bon, il y a un gros problème qui est le problème de beaucoup d'élèves, la ponctuation. Donc, et parfois, c'est quelque chose qui est mis au deuxième plan. Alors, peut-être c'est ça qui aide à structurer un texte. Peut-être oui. c'est important, peut-être là, de mettre l'accent sur la ponctuation
que sur des corrections, et souvent avec un T ou pas un T, puisque c'est pas très important. Voilà. C'est là, encore une fois, ça revient à ce que j'étais au début, la hiérarchisation, puis les sources de progrès. Par exemple, est-ce que elle peut mettre des points et faire des phrases petit à petit, ce serait un progrès remarquable. Alors, je ne l'avais pas en français, évidemment. Ouais. Et l'histoire est qu'elle m'a donné ce texte et en même temps, elle m'a donné un dictionnaire français manouche. C'est-à-dire qu'il y avait deux textes qui... là, on est... Enfin, un texte truffé d'erreurs qui n'en sont pas. Il faut rajouter le contexte de l'oralité. Ce sont des populations qui sont dans l'oralité et qui ont un mal fou à l'écriture. Voilà, ça c'est un texte qui me semble assez exemplaire de ce que l'on peut trouver. Enfant de 12 ans. Pour finir l'histoire, elle était d'une grande famille de musiciens manouches, de Django Reinhardt en fait. C'était quelque chose de vraiment étonnant. Donc petit à petit, on a fait le lien. Elle l'a un peu écrit et puis elle a décidé que c'était pas son truc finalement et elle est partie au mois d'avril. Elle est repartie donc dans ses vicariances de sa famille et on ne l'a plus jamais revue. Mais elle a bien vécu son année de 6e. Yves, tu veux réagir peut-être là-dessus? C'est toujours difficile hein, quand on ne connaît pas l'enfant, etc. Il y a un problème effectivement de cultures différentes, mais j'aurais aussi envie de dire, au travers de ce que tu nous dis, hein, j'en sais pas plus, hein, Jean-Charles, que pour moi, l'important, c'est moins tel ou tel problème ponctuel que le cadeau qu'elle te fait et la manière dont elle rentre dans des interactions, quoi. Mais je l'ai pris comme ceci. Ah oui, véritablement, j'étais estomaqué de ce que je lisais. À tel point qu'elle s'est aperçue, je pense qu'elle était dans une transgression. Elle venait de me livrer un langage secret, quoi. Me faire un dictionnaire français manouche, c'est une vraie transgression, je crois qu'elle a faite, et elle s'est repliée sur elle-même. J'ai été vraiment très surpris, hein, très, très étonné. Hein. Ben, tu as relu le chat? Tu peux réagir? Et puis après, on Oui, devra non, arrêter. oui, non, c'était un détail. Enfin, un détail, c'est jamais pas important un détail. Mais non, l'idée, justement, pour revenir sur cette histoire de dédramatiser l'erreur, etc., une idée de Mélina, là, d'utiliser un cahier des progrès, c'est-à-dire qu'il y ait une lisibilité de la progression à venir d'un travail et qui montre, voilà, les erreurs commises comme normal pour un non-sachant, quoi. Donc, et que ça fait partie du travail d'avancer, de rencontrer des obstacles et puis de les surmonter. Surtout Oui. que quand on monte dans les difficultés, les risques d'erreur sont encore plus grands. Hein. Mais c'est encourager la prise de risque dans notre école. Il y a une matière qui est très intéressante, je crois, pour toi et sur l'erreur, c'est l'éducation physique. Parce qu'il y a beaucoup de réflexions intéressantes qui sont présentes dans le livre. Il y a plusieurs professeurs d'éducation physique qui s'expriment. Et justement, on travaille beaucoup les erreurs. Les sportifs aussi aujourd'hui, de haut niveau, ils travaillent sur les erreurs qui peuvent être faites au cours d'une compétition. Et donc, c'est peut-être aussi... c'est intéressant. Moi, quelque chose que j'ai beaucoup défendu, c'est mettre dans le pot commun toutes les disciplines et voir ce que chacune peut apporter aux autres. Et il y a des choses, par exemple, aussi intéressantes en langue, avec le cadre européen des langues, où on voit des progressions et qu'est-ce qu'il faut... à quel moment il faut corriger, à quel moment il faut laisser, au contraire, prendre des risques. Donc, dans chaque discipline, il y a des choses intéressantes. Les arts plastiques, ils ont une façon aussi de voir l'erreur tout à fait différente. L'erreur, ce serait parfois d'être trop conformiste, par exemple, trop normé. Voilà, ça, c'est des choses intéressantes. Elle peut même être féconde, hein, en art plastique, voire en musique. Enfin bon, si une discipline a un surmoi, c'est bien la musique. Il faut avoir fait un peu de contrepoint et d'écriture pour s'apercevoir du nombre d'erreurs que l'on peut faire. Et on commence très très tôt. On va parler très peu, Jean-Michel, en raison du temps, de la formation des enseignants, d'autant plus qu'on a ces stagiaires de Fort Prof. Qu'est-ce qu'on peut faire et en formation initiale et aussi pour leur dire, voilà, qu'est-ce que vous devez faire en formation vous-même, en auto-formation ou en formation continue?
Si on veut que les professeurs fassent travailler les élèves sur leurs erreurs, il faut le pratiquer en formation, soit d'analyse d'erreurs d'élèves, donc dans les disciplines ou de façon interdisciplinaire, mais soit aussi, ça je trouve ça très intéressant, c'est de mettre des élèves, des stagiaires devant des problèmes où ils risquent de faire des erreurs et de les analyser après. En particulier, on n'a pas le temps de développer, mais les erreurs de raisonnement, avec des classiques de raisonnement où on se trompe parce qu'on suit des automatismes de pensée et que on se trompe parce que bon, après, je crois qu'on n'a pas le temps d'expliquer la théorie de l'inhibition, des automatismes, mais voilà, ça fait partie de ça. En tout cas, dans la formation, analyser non seulement les erreurs des élèves, mais les erreurs qu'on risque de... Et notamment, moi j'avais pas mal pratiqué ça, c'est-à-dire demander dans les stages communs français-maths, je trouvais ça passionnant, demander à des profs de français d'essayer de résoudre des problèmes de maths relativement simples. Et il y en a qui vraiment avaient des grosses difficultés, qui se trompaient, les erreurs de raisonnement. C'était moins vrai dans notre cas. Et voilà, il faut prendre conscience et comment on peut retravailler, comprendre pourquoi on s'est trompé, toutes ces choses-là. Et donc, c'est outre le fait de connaître aussi théorie de l'erreur, théorie des sciences cognitives et tout ça, mais il faut absolument faire ce travail sur les erreurs. Oui. Il va être temps d'arrêter. Yves et Alexandra, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune débutant sur le problème des erreurs? Yves, je n'avais pas vu que tu avais levé la main, je suis désolé. Oui, j'avais mis aussi les petites étoiles que tu demandais. Et que je n'avais pas vu non plus parce que... Une erreur. Voilà. Non, j'aurais deux choses à dire. Jean-Michel a dit un truc important, c'est passé trop vite, c'est qu'il faut encourager la prise de risque. Et c'est le gros problème de l'évaluation traditionnelle. L'évaluation traditionnelle qui sanctionne les erreurs bloque la prise de risque. Or, s'il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de progrès possible. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, moi, j'ai toujours trouvé important en formation des enseignants de travailler sur la distinction entre description d'erreurs, qui se trouve dans le produit, et puis hypothèse sur les causes possibles, et on ne le sait jamais, et c'est toujours dangereux d'en rester à une, comme erreur d'étourderie, erreur de raisonnement, etc. Là, on est sur les causes, ce qui est différent, et donc on ne peut l'être que de manière hypothétique. Et puis distinguer aussi ça des conséquences. Et là, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'une petite erreur peut avoir des conséquences massives, par exemple une erreur de dosage en milieu hospitalier, et de la même manière, une grosse erreur peut avoir de faibles conséquences en fonction du contexte. Donc, je trouve que c'est intéressant de former les enseignants à une rigueur de ce point de vue-là pour bien distinguer les choses. Voilà. Merci Yves. Est-ce que, Alexandra, tu veux ajouter quelque chose, un conseil à donner à des jeunes collègues? On a déjà dit beaucoup de choses. Simplement, voilà, insister sur l'idée que le prof non plus n'est pas parfait. Et que donc il faut aussi savoir un peu limiter ses ambitions, justement ne pas partir à la chasse à toutes les erreurs pour pas se tuer à la tâche, quoi, tout simplement. Donc, savoir quels sont nos objectifs principaux. Merci Ben, tu es formateur, hein, aussi, tu n'es pas que responsable du chat. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus à ajouter? Alors, juste pour rappeler, pour pas réouvrir le débat, sur cette histoire d'exercice à montrer avec des erreurs, ça relève de l'exercice très ancien, un des plus anciens, la cacographie, qui a été un exercice phare de l'apprentissage de la grammaire de l'orthographe, et qui a été évidemment retoiletté, repris, etc., et remis au goût du jour dans bon nombre de manuels et qui est maintenant absolument praticable. Oui, Jean-Michel, une chose un peu dans la suite de ce qu'a dit Yves, je crois, ou Alexandra, c'est combattre l'idée il ne faut rien laisser passer. Tout ce qui est il ne faut rien laisser passer, zéro défaut, zéro tolérance. Mais non, justement, il faut savoir
savoir justement discerner les erreurs qui ont des conséquences fâcheuses ou pas, et donc travailler en parallèle sur l'évaluation. Et je vous renvoie aussi, peut-être si vous avez le temps, de regarder le webinaire sur l'évaluation qui avait eu lieu il y a quelques mois et qui est sur la chaîne YouTube. Et c'est complémentaire, quoi. Il faut vraiment travailler sur les critères d'évaluation. C'est ça qui nous permet de juger si l'erreur est importante, comment la traiter, comment faire avec. Oui, moi je dirais que l'erreur, c'est aussi une posture éthique. Je disais ça dans un webinaire avec la CEDRAP. C'est tellement simple d'humilier un élève. C'est tellement simple, quoi. Là, l'erreur, finalement, c'est aussi celle que veut bien relever le prof, quoi. Et donc, vraiment, l'humiliation est tellement à proscrire de tout notre métier, et c'est parfois difficile. Voilà. C'est parfois pas très simple, hein. Je voudrais non pas vous conseiller, vous conseiller le livre de Jean-Michel, donc Enseigner avec les erreurs des élèves, celui de Yves, donc que je n'ai pas, je suis désolé Yves. Et tes ouvrages aussi autour de la pédagogie freinée, Yves. On a cité Daniel Favre aussi, Transformer la violence des élèves. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi sur le fait c'est chez ESF. Il y a une phase où les élèves sont en déstabilisation qui fait qu'ils ne peuvent pas réussir tout de suite, hein, vraiment. Il y a un autre classique, c'est L'enfant et la peur d'apprendre de Serge Boimard, j'ai la deuxième édition, mais je pense qu'on en est à la 25e maintenant. Enfin, je ne sais pas, mais il y a d'autres éditions. Un autre, dont moi j'ai une vieille édition qui s'appelle Comprendre et aider les élèves en échec, mais je pense que ça a été réédité sous le terme de l'instant d'apprendre, d'Emmanuel Yanni, qui commence avec une erreur d'élève. Un prof d'anglais demande à un élève de 5e, traduis-moi la voiture rouge de mon père, ou la voiture bleue, je ne sais plus, la voiture rouge de mon père, et l'élève répond, je ne peux pas, je n'ai pas vu mon père depuis 2 ans. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est un livre que je vous recommande, mais pas tout de suite, parce que c'est un livre complexe qui demande des notions vraiment de psychologie et psychanalyse pas très simples, et un enseignant débutant, ou alors vous êtes déjà bien outillé là-dessus, mais c'est un livre formidable, mais attention, n'y allez pas trop rapidement, c'est pas très simple. Voilà, merci à vous trois. Pardon, Alexandra, Yves, et puis évidemment Jean-Michel, Ben également, et puis Assa qui a fait un gros travail avec toi, Ben, pour animer le chat et puis envoyer beaucoup de références. Il est temps de clore ce webinaire maintenant, ce débat éducatif, en vous remerciant de votre participation et de votre présence. Je vous rappelle que la revue des cahiers pédagogiques est une revue associative, qu'elle paraît par le travail conséquent de nombreuses personnes. Abonnez-vous, adhérez également. Je vous rappelle que ce webinaire a été fait avec FortProf, qui est un institut de formation de préparation des concours, donc allez voir ce qui se passe là-bas également, faites-nous connaître. Le prochain et dernier webinaire de notre longue saison aura lieu le 22 juin prochain à 18h. Ce sera le deuxième que je n'animerai pas, il sera animé par Yannick Mével. Un ami, ça, vous verrez, très bien, directeur des publications des cahiers pédagogiques, donc quelqu'un qui aura toutes les capacités d'animer. Il sera consacré au dossier qui va prochainement sortir, le numéro 578, Écrire pour être lu, dossier préparé par Ben Aïda et Jean-Michel Zakhartchouk. Donc là aussi, on sera avec des personnes connues, et ça sera donc certainement Assa qui sera au chat toute seule ou avec quelqu'un d'autre. Donc Ben Aïda, Jean-Michel Zakhartchouk, coordinateur du dossier. N'oubliez pas de liker cette vidéo quand elle sera en ligne. Je pense qu'elle le sera dans 15 jours, début juin, parce qu'on a eu beaucoup de webinaires dernièrement. Il existe aussi depuis quelques semaines un podcast des cahiers pédagogiques, La classe résonne, que vous pouvez trouver sur notre site. Ce sont des formats de 10 minutes à peu près. Enfin, vous pouvez vous inscrire aux prochaines rencontres du CRAP Cahier Pédagogique qui se déroule fin août. Il reste quelques places et il n'y a pas de meilleure manière de commencer l'année scolaire
et d'entrer dans la profession que de participer à ces rencontres qui sont fort riches. Les renseignements se trouvent là aussi sur notre site. Je vous souhaite et nous vous souhaitons tous une bonne soirée. À très bientôt.